Il y a 2 ans, mon frère a acheté une maison en kit avec tout le second œuvre à finir. Il a fait un boulot incroyable et je suis sûr que la plupart des pros n'auraient pas fait mieux. Dans cet épisode, je vais vous montrer une installation électrique et une installation de plomberie qui vont sûrement vous faire rêver et vous expliquer pourquoi faire soi-même, c'est parfois bien mieux que de passer par un pro. Il a fait un choix pas très courant par rapport aux gaines électriques, c'est que plutôt que de se repiquer à chaque fois d'un spot à l'autre, comme on fait souvent, il a choisi de tout ramener dans son local technique parce qu'au final, ça rajoute un petit peu de câbles et de gaines, c'est sûr, mais c'est beaucoup plus pratique de tout ramener et de tout brancher dans un tableau, même si forcément c'est un petit surcoût. Il a fait le même choix pour les prises électriques. En fait, au lieu de faire des circuits qui se repiquent, cette gaine-là, l'emmener à un autre endroit, à chaque fois, il remonte la gaine, hop, jusqu'à son local technique. Et là-bas, je vais vous montrer après, mais il a une grosse boîte de dérivation pour faire des connexions. Et l'avantage, c'est que son système est hyper évolutif. S'il veut faire des modifs, par exemple, que les prises du salon, elles soient plus avec les prises du couloir, c'est pas un problème. Il aura juste à modifier 2-3 dominos dans sa boîte principale là-bas et ça sera bon. Il n'y aura pas de gaine à repasser. Et donc ici, on a toute la partie électrique. Donc là, il y a les gaines d'arrivée des réseaux. Donc il a installé 2 GTL côte à côte pour être vraiment tranquille sur le nombre de modules qu'il peut installer. Moi, je sais que déjà dans ma petite maison, j'étais quasiment au bout avec 4 rangées sur une seule GTL. Donc je pense que c'est une bonne solution d'en prévoir 2. Et donc en haut là, il a mis 3 grosses boîtes de dérivation. Bon, je sais pas si c'est le terme exact. Moi, j'appelle ça des boîtes de dérivation parce que l'idée c'est qu'il y a toutes ces gaines qui arrivent dans ces boîtes. Donc là, il va pouvoir mettre des dominos, des trucs comme ça et après descendre jusqu'aux disjoncteurs, aux différentiels et tout ça qui seront plutôt ici. Il a fait un autre truc que je trouve hyper intéressant, c'est qu'il a choisi des gaines de couleur en fonction de ce qui passait dedans. Donc tout ce qui est en bleu là, c'est tout ce qui va concerner les lumières, les interrupteurs, les spots. Tout ce qui est en gris gaine classique, ça va être les circuits de prise électrique. Tout ce qui est en noir, c'est les prises électriques mais de circuits dédiés. Donc c'est-à-dire par exemple le four, le frigo, le congèle, des choses comme ça. Et ce qui est en violet, qui arrive principalement dans cette boîte ici, c'est tout ce qui va concerner les volets. Si plus tard il y a un portail électrique par exemple, voilà, toutes ces choses-là, automatisées, pilotage, c'est en violet, ça arrive ici. On va jeter un petit œil dedans. Donc là, il y a tout qui arrive qui est coupé à ce niveau-là. Il n'y a pas encore les fils, pour l'instant, il n'y a que les gaines qui sont passées. Et il a tout repéré, pièce par pièce, si c'est un interrupteur, si c'est une lampe. Et c'est vrai que du coup, il ne se pose pas de question. Il sait que cette gaine-là, ça va correspondre à telle pièce, à tel endroit. En plus du code couleur des gaines, il a aussi un code couleur avec des scotch électriques. Donc là, il y a toutes celles qui sont en rouge, il y a celles qui sont en jaune, celles qui sont en bleu. Et je trouve que si on part pas sur des couleurs différentes de gaines, on peut au moins utiliser cette astuce du scotch pour se repérer plus facilement. Et là, à côté, c'est une petite baie informatique. Donc là, il aura la box, il aura tout ce qui est télécom, l'arrivée de la prise DTI de test et tout ça. Moi, j'avais fait le choix, enfin, c'était pas vraiment un choix, mais moi, je l'avais mis dans la GTL. Clairement, je regrette un peu. Mais j'avais pas beaucoup de place pour faire autrement dans ma petite maison. Et vraiment, partir sur un gros coffret comme ça laisse la place de tout installer. Il y a son arrivée France Télécom qui arrive là en dessous. Et donc après, il y a une goulotte qui remonte ici. On voit qu'il y a des gaines vertes qui arrivent. Donc ça, c'est tout ce qui va être télécom. Donc ça va être ces prises Ethernet qui partent un peu dans toutes les pièces. Et là, par exemple, prendre des gaines différentes en fonction de ce qui va circuler dedans, prendre le temps de tout repérer avec des scotch, avec des numéros, avec des couleurs de partout, ça prend du temps et ça coûte cher. Et ça, du coup, généralement, l'électricien ne va pas le faire parce que le client, il s'en fiche. Lui, ce qu'il veut, c'est que quand il appuie sur l'interrupteur, il y a la lampe qui s'allume et que tout prenne pas feu. Mais il n'y a pas besoin que tout soit aussi propre et aussi carré derrière. Tout ce qui compte, c'est que ça fonctionne. Mais là, moi, mon frère, il va vivre pendant des années et des années dans la maison et c'est sûr qu'il y a un moment où il aura besoin de rajouter un interrupteur, où il aura un problème sur un circuit, il devra intervenir. Et d'avoir pris le temps de tout noter, de tout faire revenir ici pour que ce soit plus simple à gérer, pour rajouter un circuit en plus ou ce genre de choses, ça va lui faciliter la vie. Donc en fait, c'est du temps perdu d'un certain côté, mais c'est du temps de gagner sur le long terme. Et là, je vais pouvoir maintenant vous montrer un truc qui est extraordinaire. Moi, j'adore regarder ça. Attention, vous êtes prêts? C'est la plomberie. Attention, regardez-moi ça un peu. C'est pas tellement beau. Tout est bien aligné, tout est bien noté, mais regardez, c'est parfait au millimètre près, les tuyaux. Oh là là, moi je trouve ça trop beau. Et donc non seulement, c'est joli parce que c'est bien fait, c'est bien réfléchi sur la disposition, etc. Mais c'est aussi super pratique. Par exemple, il a pensé à mettre des vannes sur tous les circuits, ce qui n'était pas prévu au départ dans l'installation qui était prévue dans le kit. Il a aussi fait le choix de, comme vous pouvez le voir là ici, donc là il y a son arrivée principale. Et donc tout là, le circuit avec les vannes, etc., avant que ça parte en distribution, c'est en cuivre parce que le cuivre a des propriétés qui sont antibactériennes. Généralement, il faut souder. Et souder, c'est déjà c'est un peu compliqué, c'est un peu technique quand même à maîtriser. Et surtout, c'est pas forcément évident là s'il y a le placo derrière, il faut protéger
avec un truc en fer pour pas que ça crame le placo derrière. Donc c'est assez technique. Quand on n'a pas l'habitude, toutes les soudures elles sont pas réussies du premier coup. Donc il faut faire les soudures, mettre l'eau sous pression, voir où est-ce que ça fuit, ensuite vidanger l'eau, attendre que ça sèche et ensuite recorriger la soudure, la refaire. Donc c'est un petit peu long. Mon père avait fait à la brasure pour sa maison et du coup là, il a conseillé à mon frère de partir plutôt sur des raccords cuivre mais sertis. Donc ça se fait avec une pince à sertir, exactement la même pince que pour sertir le multicouche. C'est une mâchoire un peu différente. C'est des raccords qui sont exprès et donc ça permet d'avoir un truc étanche en cuivre sans faire de soudure. L'inconvénient c'est que si on se foire, c'est foiré, donc il faut pas se foirer. C'est quasiment impossible de se foirer quand on fait le sertissage. Le seul truc qu'on peut foirer c'est qu'on a mis pas le bon coude qu'il fallait ou qu'on a oublié un truc sur l'installation. Mais voilà, sinon vraiment l'opération de sertir par rapport à l'opération de faire la brasure pour que ce soit étanche, ça n'a rien à voir niveau difficulté, niveau expérience qu'il faut. Et donc ça peut être intéressant déjà de faire toute son installation de plomberie en cuivre, mais ça coûte cher et c'est compliqué en fait parce que là vous voyez les tuyaux après ils passent dans les plafonds et tout, mais c'est souple donc c'est pratique, on peut monter dans le plafond, faire une boucle, redescendre à travers les parois des cloisons. Donc le multicouche c'est vraiment hyper pratique, mais du coup ça peut être bien aussi de combiner les deux et donc de faire une partie en cuivre sur les départs et après le reste en multicouche dans la maison. Et je me suis rendu compte que clairement, avoir un faux plafond avec beaucoup de place, ça permet vraiment de passer toutes les gaines, tous les tuyaux multicouches. Moi, j'avais pas ça sur ma maison et clairement, c'était un plus gros casse-tête. Prévoir de l'espace dans le faux plafond pour tout passer, ça change la vie. Par exemple, il y a les évacuations qui doivent être des WC de l'étage. Il passe un tuyau de sang sans problème avec toute la pente qu'il faut dans ce faux plafond. Donc clairement, quand il y a de la place, il y a moins de questions à se poser. Et un truc qu'il a fait pour que ce soit vraiment du costaud et que ça bouge pas dans le temps, et là, on pourrait se prendre tout son poids dessus, c'est qu'il s'est pas directement fixé dans les plaques de placo qui est derrière. En fait, il a mis une grande planche derrière son placo, et du coup, il vient mettre des inserts en métal qui sont fixés dans le bois, et ensuite, il y a une petite tige filetée qui vient se visser dans l'insert, et ensuite, il met un écrou pour verrouiller. Et l'avantage, c'est qu'il peut choisir la taille de sa tige filetée, couper plus ou moins en fonction de ce qu'il a à brancher, parce qu'il y a des appareils qui demandent plus de place, donc qui ressortent plus. Il y en a qui ressortent moins. Donc voilà, ça permet de gérer, je trouve ça assez intéressant, et surtout, ça fait un truc vraiment hyper solide. Voilà, ça bouge pas. Bon, il a passé pas mal de temps, mais je pense que moi, à sa place, je serais heureux tous les jours quand je rentre dans cette pièce de voir cette installation hyper propre, hyper bien alignée. Et un petit truc qu'il a fait, parce que je lui ai conseillé, et je pense qu'il a bien fait, c'est d'installer un compteur à l'intérieur de sa maison. Parce que, en fait, quand on regarde le compteur, on peut rapidement savoir s'il y a une fuite ou pas dans la maison. Ça permet de voir s'il y a un problème rapidement, sans devoir aller dehors, soulever la plaque, etc. Ce qu'on fait jamais. Mais si c'est à portée de main, on peut regarder très rapidement combien on a consommé. Et ce qui est utile aussi quand on a un compteur qui est dans la maison, qui est vraiment accessible, c'est qu'on peut mesurer combien consomment nos appareils ou nos habitudes. Donc on note à combien sont les chiffres à un moment donné. On ne fait pas couler d'eau dans la maison, soit par exemple pour faire tourner un lave-vaisselle. On va le lancer et une fois qu'il a fini, on peut regarder exactement sur le compteur combien d'eau a été consommée. On peut le faire quand on prend une douche aussi pour voir combien on a consommé. Et donc ça permet de faire des économies et de mieux comprendre un peu sa consommation. Et c'est 100 fois plus pratique que d'aller à chaque fois dehors soulever le truc pour accéder au compteur général de la ville. Bon, si on fait un petit tour de son installation, il y a une vanne générale pour tout couper. Avec un système de purge qui est intégré. Ensuite, on a un clapet anti-retour qui est obligatoire et qui permet de s'assurer qu'il n'y a pas de l'eau de la maison qui est par erreur renvoyée sur le réseau. Donc là, il y a une grosse vanne qui peut lui servir de vanne de purge quand il veut tout vider le système, vu qu'elle est au point le plus bas. Et qui peut aussi lui servir à remplir éventuellement, à faire une prise d'eau, à remplir un seau s'il y a besoin ici. Ensuite, il a un régulateur de débit avec le débit avant et après l'installation. Donc ça permet de régler précisément la pression dans son installation et d'être sûr qu'il n'y a pas trop de pression. Parce que trop de pression, c'est souvent une cause d'endommagement des appareils type lave-vaisselle, lave-linge. Ça va endommager tout ce qui est les pompes et les choses comme ça. Donc important de vérifier le débit régulièrement et d'être sûr que ça n'est pas trop haut. Après, son petit circuit en cuivre. Un système de filtres. Bon là les filtres ne sont pas installés mais il y a le système ici. Ici on a une vanne 3 voies. Donc soit l'eau elle passe pas du tout, soit elle passe à travers les filtres, soit elle passe par-dessus les filtres. Et donc de changer les filtres. Ensuite ça continue vers la distribution donc, de l'eau froide avec différents circuits, les WC, les douches, les lavabos, etc. Chaque fois il peut couper circuit par circuit. Ça c'est hyper pratique. Et ensuite ça va déboucher sur le chauffe-eau. Boum. Chauffe-eau thermodynamique, donc qui marche avec une pompe à chaleur.
qui est à l'extérieur. Et un truc qui est intéressant que je savais pas et du coup je vous le partage, qui par exemple elle est installée vraiment de l'autre côté du mur, mais il va pas pouvoir directement mettre un tuyau qui traverse le mur et qui va sur le ballon, parce qu'il y a une longueur minimum à avoir, et donc il va devoir faire remonter, en gros faire un espèce de serpentin dans le plafond avant de redescendre. Donc suivant la configuration, c'est un truc à avoir en tête quand même. Bon, ça rentre dedans, ça chauffe, classique, ça ressort en eau chaude avec un petit régulateur pour dire à quel point on veut que ce soit de l'eau chaude ou pas. Et ensuite, on arrive sur la distribution d'eau chaude. Donc voilà, même système, on repart en multicouche vers les différents points, donc la douche, lavabo et cuisine. Ah, et un truc que j'ai découvert, je savais pas que ça existait, mais il y a des tuyaux en PVC blanc. Et quand c'est apparent, c'est beaucoup plus joli que de mettre du PVC gris. C'est exactement le même principe que les PVC classiques. Et d'ailleurs, voilà, on voit ici, ça se raccorde sur les PVC gris normaux, en haut et en bas, donc voilà, c'est complètement compatible. Et je trouve que c'est un bon truc à savoir dans des cuisines où, notamment en rénovation, on n'a pas forcément le choix de passer tous les trucs en pas apparent. Ça peut être sympa. Là, il a une arrivée d'eau pour sa machine et il a utilisé un truc assez intéressant pour les machines. Je vais vous le montrer ailleurs parce que bon, là c'est tout bouché, on le voit pas. Donc ici, on le voit bien, c'est les platines qui sont faites exprès pour être mises sur le placo comme ça. Ça permet de bien fixer son tuyau de multicouche. Et je trouve que ça fait vraiment super propre. Et donc après, on vient se vister avec ses robinets. Mais en tout cas, on a l'eau qui arrive juste ici de façon très propre et sans devoir sortir à moitié du placo le morceau de multicouche en faisant un coude ou un truc comme ça. Là, au moins, tout est derrière le placo et il y a juste la vis qui dépasse. Il y a quelques jours, je suis venu aider mon frère et mon père pour couler une chape. Mais avant de vous expliquer pourquoi on a mis 3 fois plus de temps qu'un pro, je vous laisse avec le sponsor de cette vidéo. Si vous regardez mes vidéos, vous êtes probablement un peu comme moi. Vous aimez bien faire les choses par vous-même. Et si comme moi, vous vous occupez de l'entretien de votre Lamborghini, eh bien je pense que le sponsor de cette vidéo va vous plaire, puisque c'est Carly. Carly propose un boîtier ODB qui se branche très facilement sur la plupart des véhicules et qui va permettre de faire un tas de choses et d'éviter de passer par un garagiste. Une fois branché, on lance l'application Carly et on va pouvoir faire un bilan de santé du véhicule. Une fois l'analyse terminée, on peut consulter les différents problèmes, sortir ses outils pour réparer ce qui pose problème et ensuite supprimer les témoins d'alerte. Avant d'utiliser un boîtier Carly, mes diagnostics ressemblaient plutôt à ça. C'est ce glace qui marche plus là. À mon avis, c'est le joint de culasse. Je vais dessouder les injecteurs, je vais gonfler un peu l'alternateur et puis ça devrait aller. Ouais, on va faire comme ça. Mais maintenant, c'est beaucoup plus clair grâce au boîtier et aux conseils qu'il m'affiche. L'application propose aussi des fonctionnalités pour organiser les entretiens du véhicule. Ça nous envoie des rappels quand il faut faire la vidange par exemple. Ça garde aussi dans l'application une trace des différentes interventions qu'on a fait. Comme ça, on n'est jamais perdu, on a tout sous la main. Sur certains modèles de voitures, on va aussi pouvoir modifier ou débloquer certaines options de la voiture, comme par exemple activer ou désactiver le start and stop. Moi, sur ma Lamborghini, j'ai pu activer l'option siège massant. Et c'est tellement agréable. C'est aussi un outil précieux quand on achète un véhicule d'occasion, puisque ça permet de vérifier l'état de pas mal de paramètres de la voiture, et aussi de vérifier que les kilométrages du compteur et le numéro d'identification du véhicule sont bien corrects. Je vous mets le lien en description, et avec le code PINGOIN15, vous avez le droit à 15% de réduction. Maintenant que ma Lamborghini est comme neuve, on peut retourner sur le chantier. On a fait 6 tonnes de béton, c'est un sacré chantier qui nous a pris 3 jours. On a passé beaucoup de temps pour tout mettre de niveau, avec des techniques à base de carrelage, règles de tapissier et de laser. C'était long, fastidieux, mais ça nous a permis d'obtenir une surface hyper plane, et grâce à ça, on a réussi à avoir au maximum 2 mm de différence de niveau sur les 80 m² de toute la maison. Alors des artisans, ils auraient sûrement pu couler la chape en une journée, mais ils auraient probablement pas pu passer autant de temps que ce qu'on a pris pour être parfaitement de niveau. Et si les artisans ils avaient plus de temps pour faire les travaux, la plupart ils feraient mieux que nous. Mais en fait ils n'ont pas le temps que nous on a en tant qu'amateurs. Certains vont trouver que c'est du temps perdu, mais généralement ça permet non seulement d'avoir un résultat final au top et sans défaut, mais en plus ça gagne du temps pour les étapes suivantes. Là quand il va poser son carrelage, ça sera beaucoup plus simple et rapide parce qu'il n'aura pas besoin de compenser les différences de niveau en jouant avec la quantité de colle. Mon frère il a mis près de 2 ans pour en arriver à cette étape-là en bossant les soirs et les week-ends. Alors il aurait pu se casser beaucoup moins la tête, faire plus vite sans chercher systématiquement la perfection, mais c'est quand même une sacrée satisfaction d'avoir une maison où tout est nickel, pratique et évolutif. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai hâte d'en discuter avec vous en commentaire. Et moi, personnellement, je l'ai très bien vu dans ma maison, et par exemple dans cette vidéo-là, sur la pose du lambris, on peut voir que d'avoir pris le temps dans toutes les étapes précédentes de tout faire au millimètre près, ça nous a fait gagner un temps fou sur la pose et vraiment je regrette pas une seule seconde.